La République du Congo est candidate à l'élection à la direction générale de l'UNESCO. Son représentant, c'est Firmin Edouard Matoko. Il a séjourné à Brazzaville plus d'une fois, rencontre avec le président de la République, rencontre avec la presse et avec le corps diplomatique. La question que nous nous posons ce soir, quelles sont donc les chances de réussite du Congo à cette élection? Nous allons ensemble, avec vous qui nous suivez ce soir, voir les chances de réussite du Congo. Peut-être aussi voir la force de la diplomatie congolaise, sa force à convaincre 58 États, puisque Edouard Matoko, après le Congo, après Brazzaville, est actuellement en préparation, sinon en train de visiter certains États afin de faire adhérer ces derniers à sa candidature. Merci de nous suivre ce soir. Merci de partager le contenu sur ce plateau. Pour en parler, Guy Benoît de Victor, journaliste et militant de la société civile, le docteur Blanc Constant Ibarapéa, politologue. Merci d'être sur Tchelika et dans le dictionnaire politique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci. Je suis très heureux de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Le dictionnaire politique voudrait vous avoir comme personne réussir, c'est surtout chroniqueur pour décortiquer, analyser, donner vos opinions sur les sujets qui touchent la société congolaise et même d'ailleurs. Ce soir, nous allons parler, comme je l'ai dit dans mon introduction, des chances de réussite de la candidature du Congo, sinon du candidat du Congo à l'élection à la tête de l'UNESCO. Mais bien avant, permettez-moi, l'actualité s'impose, la proximité aussi s'impose. Nous allons donc parler du pardon de l'opposition, pour ne pas dire le pardon de Clément Mirassa, qui devant les journalistes et même la représentation, l'opinion publique et internationale, à genoux, demande pardon pour les faiblesses, les failles, les manquements de cette opposition, pour ne pas dire pour avoir péché pendant longtemps face à la population. Première question, monsieur le politologue, quelle réaction quand vous avez vu cet acte de Clément Mirassa? Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir à cette agape politico-intellectuelle et heureux de retrouver Guy Benoît de Victor et vous-même, sans oublier des millions de téléspectateurs de Tchelika Média. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé de l'autre côté des acteurs oppositionnels avec ce que vous appelez désormais le pardon du monsieur Clément Mirassa. Personnellement, ça ne m'étonne pas parce que nous sommes dans le champ politique. Le champ politique, c'est un champ qui, en dehors des faits qu'on peut observer, toucher, et nous avons aussi le symbolisme qui caractérise ce champ politique. Et on ne peut pas analyser une situation politique ou un champ politique sans tenir compte de l'élément symbolique. Et ce symbole peut toucher aux valeurs, ce symbole peut toucher à la sémiotique, ce symbole peut toucher également au gestuel. Et ce que nous avons vu, donc, il s'agit là d'un symbole qu'un acteur politique de l'opposition, ou bien politique nationale, pour ne pas donner une connotation oppositionnelle, qui, à l'approche d'une élection, constate un certain nombre de faits après avoir fait son imperfection, il se rend compte que il y a certaines failles qu'ils ont eu à commettre. Et à ce titre-là, pour se donner une virginité politique, parce que vous suivez dans ce pays, il y a certains compatriotes qui sont même plus radicaux, qui disent qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Au Congo, il n'y a pas d'opposition. Nous avons l'opposition qui a failli, nous avons ceci. Donc, M. Mirassa a certainement pris tout cela en compte. Et à partir de ce moment-là, il veut s'acheter ou bien reconquérir la sympathie populaire. Et à partir de ce moment-là, il demande pardon à l'opposition et au peuple congolais par le fait que
ils ont adopté un comportement qui n'était pas digne et qui ne le favorisait pas devant le peuple congolais. Donc je pense qu'il est dans une démarche de rétablir la confiance qu'il reconnaît avoir perdu avec le peuple congolais. Politiquement, je ne vois pas d'erreur. C'est tout à fait, ça s'explique et ça se justifie. Le docteur Blanc-Constant Barapéa ne voit pas d'erreur dans l'acte de Clément Mirassa. Et vous, Guy Blenel-Victor? Bien, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je vous en prie. Merci de m'associer à ce débat. Bon, ce qui concerne le geste de Clément Mirassa, homme politique congolais, je m'étonne de ce que il y a des compatriotes qui s'étonnent de ce qu'il a fait. Je m'étonne moi aussi de leur étonnement. Parce que dans ce pays, c'est comme s'il est le premier à faire un geste pareil, ou une symbolique pareille. Mais tenez-vous, au sortir de la conférence nationale, qu'avons-nous fait? Qu'avaient fait les hommes politiques du Congo? Lavement de main. N'est-ce pas le pardon? Hein? Pour se pardonner. Pour effacer tout ce qu'il y a eu comme quiproquo. N'est-ce pas? C'est le même symbole. C'est le même symbole. Ça a été fait dans ce pays. Et qui est Clément Mirassa était tellement dans la même logique. Malheureusement, on peut faire ça. Mais ce que on change. Est-ce que quelque chose a changé après lavement de main? Donc, ce que Clément a fait, en tant que partisan de Koumbal, en tant que chrétien aussi, apparemment, il sait que le pardon libère. Parce que le contrat social qu'il y a entre les hommes politiques et la population est effrité. Les hommes politiques congolais ne convainquent plus. Les hommes congolais, les hommes politiques congolais, de gauche comme de droite, du pouvoir comme de l'opposition, ont péché. Parce que il n'y a pas une classe politique qui porte les aspirations du peuple, qui se bat pour que le peuple retrouve son bien-être. Est-ce que vous voyez? Ça, tous les hommes politiques, de gauche comme de droite, d'ailleurs il n'y en a pas aussi dans ce pays, puisque tous ces partis-là sont de la même tendance, savent qu'avec le peuple, le lien est coupé. Mais Clément, qu'est-ce qu'il veut faire? Il demande pardon. Parce qu'il veut attirer la sympathie du peuple. Pour que le peuple essaie au moins de croire en lui. Parce qu'il pense qu'il incarne. Il incarne une vision. Déjà, en créant cette opposition, ils veulent qu'on propose l'alternative à ce que nous avons déjà vu. Et à ce que on a déjà appliqué. Bon. Est-ce qu'on peut le reprocher? C'est un Africain, non? Ou est-ce que l'Église n'enseigne pas le pardon? Sur le plan religieux, est-ce qu'il a péché? Sur le plan de la morale africaine, est-ce qu'il a péché? Encore moins sur le plan politique, parce que la politique va avec la culture. C'est parce que nous voulons faire la politique comme chez les autres. Mais nous avons nos symboles. Tu as péché, tu demandes pardon. Tu as offensé un aîné, tu demandes des excuses. Tu fais un monde honorable. Il veut faire un monde honorable. Et moi je crois, c'est aussi une stratégie politique. Vous comprenez? C'est une stratégie politique. Parce qu'est-ce qu'il recherche derrière ça? Il a demandé pardon pourquoi? Pour avoir tué, pour avoir volé, pour avoir fait quoi? Parce qu'il y a toujours la raison. Et pendant longtemps capable de prendre le pouvoir après plusieurs promesses faites à la population. Très bien. Voilà, Blanc-Constant et docteur Blanc-Constant et Barapéa, comme dit Guy Blenel-Victor, est-ce que c'est justifié ce pardon? Qu'est-ce que l'opposition a réellement fait? Qu'est-ce que Clément Mirassa a réellement fait pour qu'on arrive à ce pardon? Guy Blenel-Victor nous parlait de la conférence nationale. Au moins ça, on sait qu'on est sorti dans un contexte où il y a eu plusieurs dénonciations. Finalement, à la fin, il fallait une réconciliation, le lavement des mains. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, nous, vous l'avez déjà dit, est-ce que ce pardon est justifiable? Qu'est-ce que Mirassa a fait ou l'opposition a réellement fait pour demander pardon au peuple? Bien. La sortie du ministre Mirassa, cette sortie où il demande pardon n'est pas la première. Avant, il y a eu une autre sortie où il a dit que certains d'entre eux, les opposants, étaient les opposants du jour, la nuit, ils étaient en pila. Donc, il n'y avait pas de sincérité au niveau de l'opposition. Ça veut dire que l'opposition avait trahi la confiance du peuple. Lorsque vous voyez l'opposition qui a ses camarades
en prison, qui ont l'impression d'avoir été abandonnés par le leur, puisque depuis un certain moment, l'opposition ne fait pas de revendications par rapport à tel ou tel acteur. C'est les deux éminents camarades qui sont, je dis camarades de l'opposition, pas de parti, qui sont en prison. Bon, en dehors de ça, vous voyez que le pays s'écoule chaque jour qui passe sous la complaisance de l'opposition, qui est incapable de mobiliser par-ci par-là. Nous avons, je l'ai toujours dit, l'opposition des médias, parce que d'abord, les réunions se font en français, donc c'est une opposition élitiste. Et dans les domiciles privés? Bon, peu importe les domiciles privés. Le fait de domicile privé, ça peut aussi être un élément de sécurisation, de sécurité. Parce que si aussi, c'est vrai qu'on a vu les policiers débarquer dans le domicile de M. Mirassa il y a quelques années, ils ont été tabassés dans le domicile, mais ça peut relever d'une stratégie de sécurisation. Mais, en dehors de ça, on a vu que l'opposition est restée longtemps absente. Moi, j'ai toujours dit ici, M. Nsati Mabiala peut quitter le rond-point Mongali à pied. Jusqu'à Djiri Kintene, voire même 45. On aura du mal à le reconnaître. Si ce n'est pas les gens qui regardent les médias, les enfants de 18 ans, 19 ans, auraient du mal à le reconnaître, 20 ans, même 25 ans. Auraient du mal à le reconnaître. Monsieur Clément Mirassa, pareil. Nous l'avons vu pratiquer le sport. Hein. Il fait souvent de footing. Oui, mais est-ce que il passe là parfois inaperçu. Mais voilà, c'est ça le problème, parce que contrairement à l'autre, au président, c'est ce qui est souvent sur les médias, il y a des patrons les effigies sont partout, mais ils ne sont pas là. Donc, ça fait combien de temps que le ministre Mirassa a été à Gamboma, a été à Luango, a été ceci, mobilisé de foot. D'ailleurs, tout c'est ce que je lui reproche souvent, parce que je le connais personnellement. Tout se fait en français. Ça veut dire qu'il mène un combat politique élitiste. Alors, je pense, ou j'ose croire, qu'au regard de tout ça, de tous ces déchets-là, ils se sont rendus compte qu'on a très mal agi, on a trahi la confiance du peuple. Il faut donc chercher une réconciliation avec le peuple, demander pardon, puisque le peuple est resté fidèle, le peuple continue à souffrir, sous les yeux et la passivité de l'opposition. À partir de ce moment-là, on demande pardon pour recréer la confiance. Ici, il ne faut pas voir Clément Mirassa intuiter personne. C'est pas une démarche, on est dans une démarche ex officio, c'est-à-dire au nom de l'institution. On est dans une démarche, il n'est pas donc comme individu, non. C'est pas l'individu Mirassa, c'est une personnalité de l'institution opposition qui a fait, et d'ailleurs il le fait en présence de ses camarades. Donc il a reçu mandat de ses camarades, certainement. Je ne connais pas les âges de ceux qui étaient là, mais quand j'essaie un peu de voir les visages, ils se présentent comme le plus âgé, et nous avons le droit d'aînesse. Dans ces conditions, c'est le grand frère, l'aîné, le mâle dominant. Le mâle ici, c'est pas le mâle du mauvais, hein. Voilà. Le mâle en tant que, voilà, homme. Voilà, masculin. Le mâle dominant qui prend la parole au nom de la communauté pour demander pardon. Maintenant, si je suis certain que de la sincérité de M. Mirassa par rapport à son acte, je reste pourtant plutôt dubitatif sur le combat de Mirassa au regard des figures que j'ai vues autour de lui. Des figures que j'ai vues autour de Mirassa ne rassurent pas. Et c'est là où le combat de Mirassa, ou bien le projet politique de Mirassa, puisque je vois sur les réseaux sociaux un peu partout, les gens revendiquent même sa candidature. Il ne l'a pas, lui-même n'a pas dit, mais je lis les compatriotes qui sont en France, qui sont ici au Congo, milite pour sa candidature comme candidat unique de l'opposition. Sauf que des figures, des personnalités, des visages, voilà, c'est mieux d'utiliser des visages que j'ai vus autour de Mirassa ne rassurent pas. Et là, ça risque d'être un pardon qui se va se transformer en coup d'épée dans l'eau. Voilà.
Guy Bernard de Victor, vous avez parlé des chrétiens tout à l'heure, hein, pour absoudre les péchés, il faut en confesser. Bon. Mirassa, visiblement, ne nous a pas cité dans les détails ces péchés ou les péchés de l'opposition. Mais est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui quels sont les péchés qui... Non, il a généralisé. Nous voulons quand même, est-ce qu'on peut savoir réellement quels sont ces péchés? Non, mais je crois, comme Constant voulait le dire, voulait le faire savoir, il l'a dit. Puisqu'il a dit qu'ils n'ont pas pu fédérer le peuple. Ils n'ont pas pu manager le peuple. Rallier le peuple à leur cause. Mais pourquoi? Mais oui, mais c'est leur frilosité, c'est leur infidélité. La léthargie. La léthargie. Que j'ai vu là. Mais voilà, le goût du lucre, comme il dit. C'est ce clientélisme qu'il y a au niveau de l'opposition aussi avec parce que la plupart de ceux qui sont là, il faut le Kondavutuka. Les gens que j'ai vus autour de Mirassa ne l'assurent pas. C'est des Kondavutuka. C'est quand on leur refuse quelque chose, et c'est qu'ils reviennent ici en revendiquant, et quand ils en trouvent, ils repartent. Et quand c'est fini, ils font un peu de bruit. Bon, et fait comme ça, le peuple ne sera jamais rassuré. Et fait comme ça, comme disait Constant tout à l'heure, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Déjà, si on doute de la fidélité et de la capacité de certaines faces de figures qu'on a vues autour de lui, qu'est-ce qu'il peut représenter? Parce que ne pensez pas que Clément Mirassa c'est un nouveau homme politique. Hein. C'est un vieux homme politique. Il a été ministre dans ce pays. Mais ça fait longtemps qu'il a créé son PSDC. Mais pourquoi, depuis ce temps-là, le PSDC n'attire pas assez de gens? Et pourtant, Clément Mirassa, c'est un homme sensé. Il pose les vrais problèmes de la République. Il développe des arguments qu'il faut. Mais on dirait qu'il n'attire pas. Même chez lui-même, il n'a jamais gagné une élection. Vous voyez, c'est ça que je me demande. Si déjà il n'a même pas un conseil, si déjà eux-mêmes ils ne savent même pas qu'il faut... Parce que là, mais c'est aussi un problème de moyens, finalement. Mais voilà, il y a tout cela. Mais oui, est-ce que demain il va en avoir? Est-ce que demain il va en avoir? Ouais. Voilà. Est-ce que ce pardon vient réellement effacer les péchés dont on parle? Oui, mais ce qui est vrai, c'est que... Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui? Qu'est-ce qui va changer demain? Ça veut dire qu'il veut prendre un nouvel engagement. De bien faire. Mais moi, je me dis, la fonction politique, puisque ça devient une fonction chez nous, c'est la sphère des courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas faire la politique. Et tout à l'heure, je disais qu'ils tiennent les réunions dans les salons de maison. L'autre a dit c'est une stratégie, mais c'est une stratégie qui paye pas. Ça fait des années qu'ils font ça. Ça ne peut pas payer. Et un homme politique doit oser. Il faut oser. Et pour oser, il faut faire quoi? Mais il faut s'armer de courage. Alors, et tu ne peux même pas organiser un meeting, mais vaut mieux l'organiser qu'on le refuse. Mais c'est ça qui fait que la personne brave. Il faut braver. C'est ça la politique. C'est ça le marketing politique. Parce que si toi, tu le fais avec la peur dans le ventre, mais celui qui est aux affaires ne te laissera jamais le temps de faire. Mais il faut lui démontrer que tu peux renverser la tendance parce que la politique telle que nous l'avons, puisque nous sommes dans un régime démocratique, mais c'est la loi du plus grand nombre. Tu vois, il faut fédérer le maximum des gens pour affronter. Parce que si tel qu'ils font là, ils demandent le dialogue, c'est toujours le demander. Ça, c'est la quémande là. Est-ce que vous êtes sûr que si ce que vous demandez là n'est pas à la faveur de celui qui vous a fait, il va vous l'accorder? Il ne vous l'accordera jamais tant qu'il n'y a pas le coup de force. Ouais. Et le coup de force, je ne dis pas le coup d'État. Et je dis, il faudrait qu'il y ait des meetings, qu'il y ait la forte mobilisation. Mais la forte mobilisation, qu'on sente que le gars mobilise, et les gens sont derrière lui. Il faut donc, c'est pour éviter les chocs. C'est ça, et regardez à travers le monde. Comment est-ce que la politique a fonctionné chez les autres? Comment est-ce qu'on a renversé les tendances? C'est avec l'apport du peuple. Mais vous ne pouvez pas le faire en demandant pardon et pour ne rien faire. Vous avez demandé pardon, oui. Bon, est-ce que, donc, moi, j'avais quitté ma maison pour aller sur celui qui a demandé pardon par rapport à quel acte il a posé pour moi en faveur en ma faveur. Donc, je crois, là, nous sommes en train d'analyser le comportement des acteurs politiques de chez nous. Même ceux qui sont à la mouvance. Ils ne font rien de bon pour soutenir la politique du chef de l'État. Vous voyez, ils ne font rien d'applaudir. Sur les plateaux, vous ne les voyez pas défendre le peuple. Ils ne peuvent pas venir dans un débat. D'ailleurs, vous avez un plateau, appelez de face à face.
Moi, je vois, quand on veut reprendre un opposant, on prend la télé, on parle seul. Alors que le débat contradictoire, c'est ça qui alimente la politique. Ouais. C'est ça qui alimente le débat, la démocratie. Mais il faut aller face à face. Vous pensez que ce que l'autre a dit, ce n'est pas normal, mais vous avez le droit de le penser, mais vous pouvez aussi convoquer ou solliciter un débat face à face. Mais pourquoi chez nous, il n'y en a pas? Mais dès lors que les hommes politiques et de l'opposition et du pouvoir n'acceptent pas les débats face à face, la démocratie ne prendra jamais corps et les politiques là ne s'assumeront jamais. Le peuple ne viendra jamais derrière eux. Ce n'est pas possible. Ça ne serait jamais possible. C'est ça le mal de la démocratie ou du fonctionnement des partis chez nous. Chez nous. Quand on fait les débats, on est toujours étiqueté. Quand on veut faire le débat ou quand on veut faire l'engagement, les gens pensent à autre chose. Mais c'est ça la démocratie. Mais la loi autorise qu'il y ait les marches. La loi autorise qu'il y ait les meetings. La loi. Mais c'est la loi. N'est-ce pas? Mais c'est la loi. Ben, il faudrait que les hommes politiques et de l'opposition et de la mouvement comprennent qu'il faut faire appliquer la loi. Donc, Constable Barapéa, il me reste 2 questions sur ce sujet pour qu'on aborde notre sujet principal. Alors, cette opposition, c'est plutôt lors de la sortie officielle de la nouvelle configuration, une alliance qui vient d'être créée de cette opposition, que Cléon Mirassa a demandé pardon. Dans cette alliance, nous avons vu l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Dave Mafoula. Vous avez vu Joachim Yombi Opangjak, voilà, Opango, Jean-Jacques, pardon, merci Jean-Jacques Opango, vous avez Clément Mirassa aussi, voilà, et bien d'autres. Alors, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle configuration? Il faut le rappeler que ce n'est pas pour la première fois, surtout Mirassa et Dave Mafoula se retrouvent dans une configuration pareille. Bien, moi je vais dire tout de suite que la configuration que j'ai vue là, je peux le dire sans risque de se tromper, que cette nouvelle organisation politique est née pour mourir. Parce que les intérêts sont divergents. Les intérêts ne convergent pas. J'ai dit tout à l'heure que il y a des figures qui ne rassurent pas dans cette affaire. Il faudrait que le ministre Mirassa ne tombe pas, sorte un peu du piège de l'unicité de l'opposition pour gagner une élection. Je vais le démontrer en m'appuyant sur les propos de l'opposition elle-même. L'élection présidentielle en 2016, l'opposition nous a dit que le président Sassou avait eu 8%. D'accord? Qu'il avait 8%. Or, on avait combien de candidats de l'opposition? Si, avec autant de candidats de l'opposition, Moukoko, qui n'avait pas de base, qui s'est proclamé à l'élection présidentielle, qui a déclaré sa candidature en moins d'une année de l'élection présidentielle, a fait le score qu'on lui a attribué, et où l'opposition pense que c'était plus que ça. Alors, Clément Mirassa ne doit pas penser que lui, pour gagner, il faut qu'il s'entoure de certaines figures qui ne rassurent pas. Il mène son combat, d'ailleurs. Qui ne rassure pas, Dave Mafoula était candidat. Écoutez, moi, je ne veux pas citer les individus. Je ne veux pas citer les noms des individus. C'est pas élégant. Mais les Congolais savent. Parce que vous avez certains hommes politiques dont les sources de financement ne sont pas connues. Vous avez certains hommes qui sont dans un mariage incestueux, ou bien un concubinage incestueux. On parle de concubinage parce que c'est pas un mariage, c'est pas officiel. C'est-à-dire une connivence permanente avec les acteurs de la majorité au pouvoir. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des taupes. Il faudrait que M. Mirassa sache qu'il y a des taupes. Vous voyez, il y a des taupes dans cette écoutez, vous savez, c'est pas pour la première fois d'ailleurs. Ils ont créé Alliance 2026, quelque chose comme ça. Oui. J'ai été invité par un média américain, je crois que c'est la Voix de l'Amérique, je ne me rappelle plus. Quand ils m'ont posé la question, j'avais dit que ça ne rassurait pas. Programmé pour échouer, comme je le dis souvent du Premier ministre d'ailleurs, qui est programmé pour échouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après, Gavé s'est désolidarisé de ce groupe. En Angoy, je ne sais pas ce qu'il est devenu. On a essayé de raconter les bras, ça n'a pas marché. Nous voilà aujourd'hui. Parce que lorsque les intérêts sont divergents, chacun joue sa part.
L'autre peut gagner en venant se positionner, en jouant les taupes. Et je vois dans cette alliance, nous allons revenir sur ce débat, peut-être des années après l'élection ou avant l'élection. Vous allez voir, certains ne vont même pas accepter le principe de la candidature unique de l'opposition. Parmi les gens que vous avez vus là, ils vont déclarer les conditions de candidature de manière indépendante. Et vous allez le voir. Donc, en réalité, il faudrait que le président Mirassa ou le ministre Mirassa, en homme politique qu'il est, il doit savoir que vous ne pouvez pas. Ce que les autres ont conquis par les armes, vous voulez récupérer par un bout de papier que vous mettez dans le nouveau métier. Soyez précis, vous voulez dire quoi par là? Ils doivent faire quoi? Il faut créer un rapport de force. Et comment? Un rapport de force démocratique? Bon, que ce soit démocratique, c'est un rapport de force. Mais c'est ce qu'ils font déjà, non? Ils ne le font pas. Vous le voyez où? Bino l'a dit tout à l'heure. La politique est dynamique, doit s'exprimer. Vous devez être sur le terrain. Regardez au Cameroun comment Maurice Kamto, même si je ne suis pas proche de lui, idéologiquement parlant, comment il met le pouvoir en difficulté? Vous ouvrez les débats des chaînes de télévision, c'est Maurice Kamto. Il donne du fil à l'état de Maurice Kamto. Après le bien. Oui. Il y a des débats chaque jour. Et donc, vous pensez que Clément Mirassa ou les autres ne font pas peur au pouvoir? Ils ne font pas peur au pouvoir. Ils vont faire pour vous. Des gens viennent tellement faire des tops ici. Vous les avez déjà reçus ici à Tchouka? Je le dis à Mirassa. Pour moi, c'est un papa, on est proche. Il y a des tops dans ce mouvement-là, ça ne va pas marcher. Vous allez voir. Où est-ce que vous venez me dire? Donc, il faudrait qu'il sache que il y a des figures, des personnalités qu'il peut mobiliser autour de lui. La diaspora, même si nous avons une bonne diaspora comme d'autres personnes, là, vous avez mon ami Cabral Libi, qui est aujourd'hui opposant au Cameroun, lui, il a bénéficié de l'appui de la diaspora l'a écouté, on a financé. Ici, c'est difficile. Mais qu'il sache que ce n'est pas des bonbons qu'on va lui donner. Et il ne faut pas qu'il fasse comme la gauche qui disent que non, c'est Oxygène qui a dit ça. Tu ne peux pas mobiliser les moutons pour aller parce que tu n'as pas les gens autour de toi. Les gens qui l'ont mobilisé autour de lui, là, il y a des figures principales qui ne rassurent pas, qui vont lui conduire. L'initiative est plutôt de Jean-Jacques Yombi. Peu importe, mais c'est sa figure. Non, attention. Et le mouton ne parle pas de Jean-Jacques Yombi. L'acte qu'il a posé, même quand vous voyez la configuration, et aujourd'hui, si on veut être sérieux, quel est le candidat de l'opposition qui a l'éthique, qui ne tienne pas de casserole, qu'on peut mettre au même diapason que Clément Mirassa? Qui? Il est le seul. Je dis pas il est le seul. Il est parmi. Si on a trois, il est parmi les trois. Les honnêtes. Qui ne tiennent pas de casserole. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Si Clément Mirassa veut conquérir le pouvoir, il va le faire en choisissant des acteurs. Mais la démarche qu'il a prise avec certaines figures, j'insiste, il y a des taupes. Et je crains que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Nous y reviendrons. Guy Bénal Victor, l'opposition se relance, on peut dire, avec la nouvelle, même si on constate qu'il y a l'absence de Tchatima Biala. Vous avez le Mathias Nzan n'y est pas aussi. On se souvient qu'à la conférence de presse qu'avait tenue Jean-Jacques Yombi pour annoncer cette alliance, il y avait donc la présence de Joseph Kinubi qui il ne fait pas partie de la plateforme. Là, finalement, au lancement, il n'y est pas. Voilà. Déjà, il avait exprimé un peu son scepticisme, ses réserves lors de la conférence de presse. Mais est-ce que c'est l'opposition qui se relance finalement? Bon, vous y croyez. Jusque-là, moi, je dis que je ne crois pas aux hommes politiques congolais. Déjà, les démarches ne me convainquent pas. Déjà, l'action aussi ne me convainc pas. Je vous dis cela. Je le dis et je le répète toujours. Si vous y croyez, c'est... Mais moi, je n'y crois pas parce que je vois déjà, il n'y a pas d'ambition. On ne pose pas les vrais problèmes du pays. Parce que pour fédérer, il faut poser les vrais problèmes qui gagnent l'assentiment du peuple. Vous comprenez cela? Déjà, le premier combat qu'ils doivent mener, c'est de libérer ceux qui sont en prison. S'ils ne le font pas, ils vont droit contre mur. Et le faire, c'est démontrer le rapport de force. Vous comprenez? On ne sollicite pas. Il faut faire la démonstration pour que l'autre sache que si je ne libère pas, ça va être compliqué. C'est ça la politique.
C'est ça la politique. Vous comprenez? Mais si c'est seulement passé par les pardons, oui, pardon, c'est lui qui a demandé pardon et c'est Dieu qui pardonne, c'est pas le peuple va entendre, entendu, bon, c'est fini. Et après, quelle action il mène pour que le peuple soit derrière? Qu'est-ce qu'il fait? Et il va nous appeler, il va appeler le peuple dans sa maison pour faire encore le meeting. Et pas pour la police, va venir entourer. Le peuple se commence à avoir aussi la peur, le peuple sait la peur de venir dans ces meetings-là. C'est pas ça? Mais maintenant, puisque eux-mêmes, ils expriment la peur d'aller au boulevard des armées, hein, ils expriment la peur d'affronter les grandes arènes. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Le peuple, c'est comme les moutons, ils ont besoin des leaders. Mais si les leaders ne s'affichent pas et ne s'assument pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le pays est mal parti. Parce qu'aujourd'hui, en politique, vous ne pouvez pas voir. Moi, je le dis globalement, les hommes politiques et de la mouvance et de l'opposition, il n'y a pas les hommes politiques qui s'affichent comme les grands patriotes. Vous voyez les gens parler au nom du Congo? Personne ne défend le Congo. Personne ne défend le Congo. Même à la mouvance, même à l'opposition. Personne ne lève un message patriotique qui parle du Congo, qui élève le Congo. Tant qu'on ne le fait pas, on sait des intérêts mesquins, on va parler de ceci, on va parler de cela, c'est que bon, les mariages, les biens mal acquis, les ceci, les cela. Eh ben, c'est pas ça le plus important pour le peuple. Non? Ce que le peuple attend, est-ce que c'est ça? Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il repense. Il faut qu'il repense la façon de définir la politique, d'affronter les sujets. Il y a des grands sujets qui peuvent fédérer. Mais ils ont tous, mais c'est pas à nous de le dire, mon vieux. C'est eux qui ont fait de ça leur sacerdoce. C'est à eux de réfléchir, nous observons et nous analysons. Et donc, tant que ces hommes politiques-là ne prennent pas à bras le corps la mission qui est la leur. Parce que moi, je le dis et je vous l'ai toujours dit dans ce studio que malheureusement au Congo, et les vieux et les jeunes, nous avons appris la démocratie au même moment. N'est-ce pas? Bon, donc ils sont là dans l'apprentissage, tous. Dans l'apprentissage. À la mouvance, comme on apprend. Personne ne supporte le débat contradictoire. Vous voyez pas ça? C'est autour des années 91 que la démocratie, les régimes de démocratie, la liberté de penser nous surprend. Et personne ne veut s'en approprier, et personne ne veut oser non plus. Mais c'est ça. Et cet apprentissage a trop mis du temps. Pourquoi ne s'arrive pas? Pourquoi on n'apprend pas mieux? Hein? Depuis 91 avec la conférence nationale. C'est peut-être quand le Souba est arrivé que la démocratie a failli marcher parce que le PCT a organisé quand même les meetings pendant qu'il y avait le pouvoir. Mais maintenant que le Souba est parti, est-ce qu'il y a eu des meetings de l'opposition qui ont fédéré librement, juste pendant les périodes électorales? Mais à la fin, c'est fini. Mais vous avez vu, pour que le président de la République revienne. Moi, je me demande, j'ai posé la question un jour à ces gens-là. Mais nombre d'entre eux étaient avec l'Issuba. Ils étaient en position de force. Mais est-ce qu'ils n'ont jamais tiré la leçon? Comment eux qui étaient forts se sont fait menacer par l'opposition de l'URD et du PCT? On tire les leçons, les hommes d'État doivent tirer les leçons. Et ceux qui étaient à l'opposition hier, hein? Ils étaient à l'opposition hier. Aujourd'hui, ils reviennent encore. Comment ils ont fait pour renverser la tendance de l'Issuba? Mais c'est les leçons qu'il faut tirer, non? Nous, à l'opposition hier, voilà ce qu'on avait fait pour appeler l'Issuba, pour galvaniser le peuple, pour renverser les tendances. L'Issuba avait quand même gagné, il avait la majorité, n'est-ce pas? Le peuple était derrière. Mais comment est-ce qu'il y a eu ralliement? Les mêmes qui ont rallié le PCT, c'est les mêmes, n'est-ce pas? Qui étaient contre le PCT hier. Donc, je crois que c'est des leçons que les hommes politiques vrais doivent se poser pour avancer. Si on ne pose pas ces vrais problèmes-là, ils ont fait comment? Le PCT a fait comment pour chasser les Souba? Hein? Et avant de le clore avec Guy Benoît Victor, on en parlait tout à l'heure. L'absence, cette opposition se méfie, hein, l'absence de Tchatima Biala dans cette alliance, Joseph Kinumika Mbungu, qui, je le disais, avait quand même mis des réserves sur cette coalition. Vous n'avez pas Mathias Nzon, hein. L'opposition se méfie. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que finalement, qu'on va encore se retrouver avec plusieurs groupes de cette opposition? Est-ce que, à cette allure, ce qui se fait actuellement peut réellement changer les tendances, renverser un peu l'équilibre, renverser un peu le tendance dans ce pays.
Bon, ben, je reste très sceptique, hein. Je reste très sceptique. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la réticence, l'absence de Kinumbi et puis l'absence de Tchatchi Mabiala? Oui, ouais. D'ailleurs, pour Tchatchi Mabiala, ça s'explique, puisqu'ils ont eu une prise de bec. Oui. Entre le passe d'armes entre Clément Mirassa et il s'accuse de... voilà. Donc, où l'autre pense que l'autre n'est pas opposant parce qu'il n'a pas, un de ses membres a parti au gouvernement, ça poursuit, tout ça, on a vu le débat. Donc, ça ne se répond pas que Clément Mirassa non, pardon, Tchatchi Mabiala ne soit pas là. Maintenant, le cas de Kinumbi Kiambongo, oui, je comprends aussi sa posture. Vous savez que Kinumbi Kiambongo, depuis 2002, s'est toujours positionné comme candidat à l'élection présidentielle. Il s'inscrit dans le temps. Or, si nous partons dans cette alliance-là, où on va choisir un candidat unique de l'opposition, ce ne sera certainement pas lui qui gagnera. À partir de ce moment-là, il va perdre en quelque sorte certaines ressources, voire même symboliques, parce que la figure d'un candidat d'élection présidentielle pendant tant d'années, il a été deuxième, je crois, il a été deuxième 2 ou 3 fois. Alors, ça fait de lui quand même une personnalité politique importante si nous tenons compte des élections. Je n'interroge pas la qualité des élections, je tiens compte des résultats publiés par l'élection et qui fait de lui la deuxième personnalité. Donc, inscrit dans cette démarche-là, ce serait une forme une régression pour lui-même, parce qu'il n'a pas la chance de l'emporter si on organisait les primaires au niveau de l'opposition. Et à cela, on ajoute la sincérité entre les acteurs politiques oppositionnels. Et c'est ça, effectivement, là où l'opposition pêche, je rebondis sur ce que Guy Benoît a dit. Comment Sassou a fait pour revenir au pouvoir en 92? C'est parce qu'il y a une dimension convictionnelle. C'est-à-dire qu'il avait des hommes de conviction derrière lui, qui croyaient en lui. Vous avez eu des gens comme le Zoba Apounou, vous avez eu des gens comme le Koundjo Tissumba, vous avez eu beaucoup de personnes, ils ont pensé que même ceux qui étaient contre lui pendant la conférence nationale, les Gabriel Bokilo sont fédérés autour de lui parce qu'il y avait une constance. Et les gens croyaient en lui. Combien de gens ont refusé de rallier les Souba pendant que ça soit perdu le pouvoir? C'est ça l'éthique. Et les convictions. On croit à un leader. Mais regardez, le président Pascal Lissouba perd le pouvoir le matin, à midi, son fidèle collaborateur ou son proche collaborateur intègre le gouvernement. Vous pensez que le Congrès ne peut pas faire la même chose quand ça soit perdu le pouvoir? C'est ça le problème. Et nous savons que, et c'est pourquoi je pense que Clément Mirassa, de mon point de vue, mérite ce respect. Il n'a jamais rallié le pouvoir du PCT et tout. Il se maintient là où il est par la rhétorique, tout ce qui va avec. Mais combien? Quand il dit que nous avons ceux qui sont opposants le jour et la nuit sont au pouvoir. Dans cette... Ils ne pas. Et dans cette configuration, comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Nous avons des opposants alimentaires. Il faut le reconnaître. Ce sont des alimentaires. Et ils font l'opposition du tube digestif. Parce qu'il faut alimenter le tube digestif. Les gens, pour la plupart, qui n'ont pas de métier, ils ne vivent que des intrigues politiques. Ils ne vivent que de petits chantages politiques. Et c'est ça. Dans cette configuration, ça ne marchera pas, vous allez voir. Sauf s'il y a d'autres facteurs exogènes rassurant l'opposition, à partir de ce moment-là, par calcul politico-politicien ou bien par clientélisme, les gens vont rallier la candidature de celui-ci qui va prendre la figure emblématique de l'opposition. Nous l'avons vu avec Moukoko. Lorsque les gens pensaient qu'il y avait de l'influence extérieure autour de sa candidature, on a vu certains qui ont dit non, nous on a la candidature Moukoko. Parce qu'on sait que la mendication va changer de site. La mendication va quitter le site de Mpila pour rejoindre par exemple le site de la mairie de Mongali. À partir de ce moment-là, tous vont s'orienter vers la mairie de Mongali. Mais tel que ça se passe, il y a un problème de conviction, il y a un problème d'éthique, il y a un problème de valeur. Il y a des taupes. Voilà. De Victor. Et si, à en croire le politologue sur ce plateau, que l'opposition est l'opposition de tube digestif,
Alors, j'ai envie de savoir qui présente la part, qui dépose le gâteau sur la table. Et est-ce qu'on intègre aujourd'hui, c'est tout un système qui est mis en place, ou finalement on décide d'aller à l'opposition pour finalement se gaver, remplir son tube. Est-ce que c'est tout un système qui est mis en place? Ben oui, attendez. Dans ce pays-là, nous avons déjà entendu quelques bribes d'informations où on dit que l'opposition a été phagocytée. Phagocytée par qui? C'est exprès qu'on la phagocyte. Et l'opposition a été préfabriquée. Et le président a dit, le président a dit que l'opposition est très affaiblie. Affaiblie par qui? Qu'est-ce qui a affaibli l'opposition? Pascal Satima Biala surtout. Mais seulement? Ouais. Vous êtes sûr que seulement lui? Bon, mais non, c'est ça le problème. Et nous avons aussi entendu des acteurs politiques dire c'est notre position. Et nous en avons eu la preuve. Parce que l'opposition est affaiblie. Attends, mais l'opposition a été préfabriquée. Ouais. L'opposition, la plupart des membres de l'opposition sont envoyés là en mission pour incarner l'opposition. On se souvient aussi de Blanchard Oba. Mais voilà, qui sont repartis par quel pilier le frère Oba se retrouve encore à la majorité. Alors il a esquinté son propre parti pour aller à l'opposition. Et puis voilà, il revient à la main. Il avait un parti tout fort là. Oui. Donc vous voyez, c'est des stratagèmes mis en place. Il a raison. Bon. Pour l'avenir de ses enfants. Voilà. Mais donc ce n'est pas la conviction. Donc c'est manque de conviction. On ne peut pas faire la politique parce que on pose à ses propres enfants. Non, c'est le pays. C'est le pays, mon vieux. Il faut parler au nom du pays. Et vous avez eu la preuve tout dernièrement quand je suis convaincu que l'opposition est préfabriquée. Ils sont envoyés en mission. Quelqu'un a osé cracher sur la pomme, pour tuer la main qui l'a servi. On fait quoi? On a fait quoi? On l'a dégagé. Et nous avons eu la preuve, oui ou non? Suivez mon regard. Ouais. Donc, les gars. Oui, mais attends, il y en a eu dans ce pays. Et la personne ne peut pas avoir le courage encore d'affronter les autres comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, comme Nicolas a dit, opposé de jour, la nuit, on est un puis là, bon, il y en a qui sentent des fesses tomber sur eux parce qu'ils se sont retrouvés dans cette peau-là. Dans cette position-là, oui ou non? Et est-ce qu'ils peuvent rallier la cause de Mirassa? Est-ce qu'ils peuvent la rallier? Donc tout ce que Mirassa fait, comme Blanc le dit, moi je suis d'accord avec son intégrité, mais est-ce qu'il est assis sur une bonne branche? Est-ce qu'il est accroché sur la bonne branche? Est-ce qu'il ne va pas céder cette branche-là? Voyez, est-ce qu'il ne va pas céder? Il faut qu'il s'entoure aussi des hommes de conviction, parce que la plupart n'a pas de conviction. On discute avec la plupart d'entre eux, non? On sait. Qu'est-ce qui les motive? La motivation, c'est quoi? C'est pas le pays. N'est-ce pas? La preuve, s'il y avait une motivation patriotique, on aurait eu des projets alternatifs. Même l'UPADES oublie l'alternance. Le projet phare à l'Issuba, le défi des continents, l'espoir d'une génération. Mais et pourtant, ce qu'il a dit en 92 est actuel aujourd'hui. Est-ce que mais l'UPADES n'arrive même pas. Si Pascal Satima était encore en vie, est-ce que Pascal Issouba, pardon, Pascal Issouba, s'il était encore en vie, est-ce que vous pensez qu'il serait en phase avec son parti actuellement? Ah non, je crois qu'il le regretterait. C'est sûr que dans sa tombe, il doit se retourner plusieurs fois. Parce que ce qui se passe à l'UPADES, ce n'est pas ce que lui, il voyait comme avenir pour le pays. Moi, je vous dis ceci. Son discours est toujours d'actualité aujourd'hui. Il parlait de la science et la technologie, non? Aujourd'hui, où sommes nous? Hein? Il a parlé dans ce pays-là de ce que on ne verrait plus jamais la poussière à Marengo Abila. Hein? Parce qu'on va mettre les pavés partout. Oui ou non, il y a des pavés maintenant aujourd'hui. Et Mungali aujourd'hui, c'est devenu une petite citadelle. Alors que c'était des bourbiers. Il avait menti. Je me rappelle que depuis c'était temps, les gens fabriquaient le front menait l'exploiter, fabriquer les parfums avec le mais l'Issuba disait ici qu'on pouvait en fabriquer. On s'en moquait. On a tourné, on dirigeait toutes ces visions-là. Mais l'UPADES ne s'approprie pas le discours qui est actuel. L'UPADES préfère marchander. Et puis déjà l'UPADES qui regroupait 3 départements comme ça, c'est une force. Il a tout perdu, surtout avec combien de candidats aujourd'hui. Vous voyez, combien de candidats? Combien de députés? Combien de sénateurs? Il y en a même qui sont nommés, qui leur sont donnés au fait. Vous voyez? Mais attends. Notre frère, le grand frère Kinumbi, bon,
a voulu démontrer qu'il était opposant, mais quand il a osé, on lui a dit on lui a démontré qu'il n'était rien. Qu'il était la marque de fabrique de pays. Merci. Il est reparti dans son coin. Mais voilà, merci beaucoup pour ces analyses. Nous passons donc à notre sujet principal, sinon le dernier sujet de cette émission. Il s'agit bien de la candidature du Congo à la tête de l'UNESCO. Voilà, chers messieurs, vous êtes sur ce plateau. Dans mon introduction, vous m'avez suivi, nous parlions de Firmin Edouard Matoko. Il a été ici à Brazzaville, rencontre officielle avec le président de la République, le gouvernement l'a présenté à la presse, et puis au corps diplomatique. Alors, aujourd'hui, est-ce que il doit parcourir 58 États? Quelles sont aujourd'hui, selon vous, la lecture que vous faites, vous, de la candidature du Congo à la tête? Comment elle se porte aujourd'hui, cette candidature? Bon, je prie que les dieux soient avec nous pour que l'histoire ne se répète pas. Parce que c'est pas pour la première fois que le Congo concourt à la même place, n'est-ce pas? Il y a eu de cela, il y a eu quelques années. Henri Lopez était secrétaire général, directeur général adjoint de l'UNESCO. Il voulait devenir directeur général de l'UNESCO. De la francophonie. De la francophonie. Bon, on a subi quoi? L'OIF. On a subi quoi? Des échecs patents. L'Afrique n'a pas soutenu. Bon, j'ai encore peur que Monsieur Matoko, qui se présente là, mais n'oublions pas qu'il a en face de lui deux candidats. Donc ils seront trois. Il y a l'Égyptien et il y a l'Américaine. Ouais. Bon, quelle est la chance du Congo dans cette affaire-là? Quelle est la chance du Congo dans cette affaire-là, je me demande. Est-ce que les moyens sont mis en place pour que lui, il batte sa campagne? Et je crois que pour battre cette campagne-là, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Vous voyez, M. Matoko seul ne peut pas partir sans la présence. Ça fait négocier l'État. Il n'est l'État. pas seul. Je vous ai dit qu'il a l'appui du président de la République et du gouvernement. Ben oui, mais dans une affaire Il où... aurait même débloqué quelques fonds pour la campagne. Oui, c'est bien, mais je dis ceci, le gouvernement certainement se multiplie en 4 pour convaincre les 58 États. Parce que c'est une affaire d'État. C'est une affaire des institutions internationales. N'est-ce pas? C'est une affaire des zones géographiques. N'est-ce pas? Des zones géographiques. Donc, Monsieur Matoko, en tant qu'individu, il a beau partir, mais si le président ne voit pas son ministre de la coopération ou des affaires étrangères aller rencontrer ces gens-là pour parler du Congo, je vous assure qu'on aura on aura mal à partir avec la candidature. Pourquoi vous pensez que face à l'Égypte et le Mexique, le Congo ne peut pas remporter cette élection? En quoi est-ce que ces deux États seraient mieux placés que le Congo? Moi, je dis ceci. Vous savez, quelqu'un a dit qu'il a bu, boira. Est-ce que nous n'avons pas subi un échec déjà dans ce domaine-là? Henri Le Pen, n'est pas n'importe qui. Hein? Mais il a été battu à pas de couture. Alors que c'est une haute personnalité. N'est-ce pas? C'est une très haute personnalité. Matoko, c'est maintenant que vous-même, Congolais, vous commencez à le connaître. N'est-ce pas? La plupart des Congolais, c'est maintenant qu'ils le connaissent. Alors qu'il a plus de 30 ans, à l'UNESCO. Combien le connaissent? Mais Henri Le Pen, on l'a connu. N'est-ce pas? Mais ça n'a pas empêché aux autres nations de faire un bloc pour le faire échouer. Oui, pour le faire échouer. Donc, si on comprend bien, ce n'est pas le problème des personnalités, mais plutôt du pays. Attends, mais vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est le pays. C'est le pays. Il faudrait qu'on embellisse notre diplomatie. Il faut l'embellir encore. Il faut l'embellir. Voyez? Il faut l'embellir pour mieux faire l'offensive. Tu vois? Parce que si déjà, il faut se poser la question de savoir, entre le Congo et l'Égypte, quel est le pays qui a présenté en premier lieu le candidat? Quel est le concitoyen qui a posé sa candidature avant l'autre? Vous voyez? Bon, si nous étions les premiers à poser la candidature, pourquoi l'Égypte vient au Séga? N'est-ce pas pour nous contrer?
Bon, si l'Égypte était la première nation à poser la candidature, le Congo arrive, n'est-ce pas qu'on vient notre temps? L'Égypte, le Congo avait déjà rassuré l'Égypte de son soutien avant de se rétracter. Donc ça devient hasardeux. Alors, Ça devient hasardeux. ouais. Oui, ça c'est hasardeux. Si déjà le Congo avait rassuré l'Égypte, c'est vrai que la politique est comme ça. C'est aussi la politique, il y a pas de fidélité en politique. Hein? On peut faire ça pour contourner par la suite. Mais n'oubliez pas que en dehors de notre Afrique là, hein? Mais l'Égypte a des alliances avec le monde arabe, non? Mais les Arabes sont où? Oui, c'est les chauvins, hein? Et ils ne peuvent pas abandonner leurs Égyptiens pour venir soutenir votre Congolais. Et n'oubliez pas que les Américains aussi sont candidats, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent pas abandonner la Mexicaine pour venir au Congolais. Pour soutenir le Congolais. Donc je crois que nous devons encore réfléchir. La démocratie et dans la diplomatie doit encore ficeler les trucs. Peut-être ça serait mieux de retirer déjà vite la candidature de Mato pour ne pas subir l'échec parce que 2 fois ça deviendra compliqué. La troisième fois ça va devenir rigolo. Docteur Blanc-Costo et Barapéa, est-ce que c'est pas trop violent, c'est pas trop précipité? Pourquoi retirer la candidature? Vous avez entendu ce qu'a dit Guy Benoît Victor. Bien, merci encore une fois. Pensez que le Congo n'a pas assez de chance pour remporter cette élection? Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Par respect pour mon compatriote qui a osé affronter cette compétition politique de haut niveau et de très haut niveau. C'est même une fierté pour la République. Et quand je lis la biographie de Firmin Matoko, c'est quelqu'un qui a passé pratiquement tout son temps dans l'institution, qui a été directeur du département Afrique à l'UNESCO, et je crois sa dernière fonction était vice-directeur chargé des priorités du développement d'Afrique, quelque chose comme ça. Oui. Donc je crois c'est jusqu'en 2021-2025, si je ne me trompe pas. C'est une personnalité qui mérite du respect. Mais, en regardant la procédure, il ne méritait pas, lui, avec l'expérience qu'il a, avec sa notoriété, parce qu'il ne devient pas directeur Afrique dans une institution pareille, un piètre diplomate. Il nous faut apprendre à respecter nos élites. Je ne parle pas des élites politiques. Les élites qui ont fait des preuves ailleurs. Je me demande pourquoi il est venu tomber dans ce bourbier. Vous savez, selon ce que j'ai lu, je crois qu'il y a un journal qui a publié ça, il a déclaré sa candidature à 2 jours. La clôture du dossier. Et vous voyez que nous sommes là en face d'un gouvernement qui brille par l'amateurisme, et on importe l'amateurisme jusqu'à ce niveau. Comment les gens normaux peuvent faire comme ça? Et en faisant ça, quelle est l'image que vous donnez pour renvoyer du pays? Ces gens-là qui volent l'État sont toujours en train de tirer l'État de pays vers le bas, alors que c'est eux qui sont les véritables privilégiés. Moi, je pense que les motivations de ceux qui ont incité et qui continuent à dire que Matoko doit être candidat sont ailleurs et ne convergent pas dans le sens des motivations de M. Matoko, pour qui j'ai énormément de respect. M. Matoko va aller dans une compétition où l'autre est en campagne depuis 2 ans. Fortuna. Le candidat égyptien est en campagne depuis 2 ans. Lui, c'est maintenant qu'il commence sa campagne. Bien, selon les indiscrétions, puisque j'ai échangé avec certains diplomates, congolais et non congolais, pour essayer de comprendre les rouages. Vous savez que le ministre, quand il commence cette affaire-là, le ministre des Affaires étrangères est mis au banc. Mais bien sûr, le ministre des Affaires étrangères est mis au banc. Non, il est venu bien après. Non, mais c'est lui qui a écrit. Mais oui, mais bien après, quand ils ont commencé le projet, il n'était pas formé. C'est lui qui a écrit pour présenter la. Oui, mais tout est déjà fait en amont là-bas. Vous connaissez comment ça fonctionne. La preuve, c'est que de cet amateurisme, c'est que le président de la République avait déjà donné son cutis à son homologue égyptien.
et que... Et l'Union africaine. Oui, si c'était en marge du sommet de l'Union africaine. Oui. Comment voulez-vous que le ministre de l'Afrique... Parce que nous sommes là, c'est pas la coopération internationale, Guy Benoît. Nous sommes dans le cadre de la diplomatie multilatérale. On est le multilatéralisme. C'est pas la coopération internationale. Nous sommes dans la diplomatie. Et normalement, c'est le ministre des Affaires étrangères qui devait porter le projet. Et on ne porte pas lorsque vous voyez que c'est un projet qu'on porte, la candidature est déposée à 2 jours de la clôture du dossier. On est dans une logique de précipitation. Ils étaient où depuis toujours. Donc, aujourd'hui, il y aurait la primature, je parle au conditionnel, et le ministère de la Culture qui piloterait le dossier. Qu'est-ce que le ministère de la Culture va venir faire dans une histoire qui relève de la diplomatie? Ça vient faire quoi là? Tout la passion, c'est que derrière cette affaire, il y aura l'argent pour battre campagne. Et on se dit suite, c'est pour gérer cet argent. Lorsqu'on sait que dans ce pays, dès lors qu'il y a un projet où il y a l'argent, chacun se pose la question, je gagne combien derrière cette affaire? Et là, lorsque les Jutaïs vont, voilà comment les autres réagissent. Lorsque les Jutaïs vont, de ce que le Congo devait présenter un candidat, le président Al-Sisi a dépêché son ministre des Affaires étrangères chez le président de la République. Voilà comment la diplomatie réagit. Mais lorsque vous êtes dans un pays, excusez-moi, où il y a une forme de polyarchie diplomatique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres de pouvoir qui gèrent la diplomatie. Ouais. Parfois c'est le parlement qui gère, parfois c'est le premier ministre qui gère, parfois le ministre de la Culture qui veut gérer la diplomatie. Il y a des choses qui ne concernent pas. Vous avez la coopération internationale là. C'est vrai que c'est pour la première fois que nous ayons dans ce pays un ministre des Affaires étrangères et un ministre de la coopération. Le professeur Bouaou oui, il était bien a été ministre de la coopération. Le professeur Lefoba a été ministre de la coopération. Sauf le ministre des Affaires étrangères. Ça a bien fonctionné. Mais quand les initiatives ne convergent pas. On fait par précipitation parce que derrière on pense que il y a une affaire de gros sous. Alors, dites-moi, je me pose la question. Quand le ministre des Affaires étrangères est arrivé ici, après l'entretien avec le chef de l'État, selon certaines sources, il aurait fait une communication, non seulement dans un média de chez lui là-bas, ici on cite les dépêches de Brazzaville où il aurait dit que le président était d'accord pour son soutien au ministre des Affaires étrangères. À partir de tout ça, c'est notre chef de l'État qu'on ridiculise. Tu ne peux pas donner ta parole. Condamné après. L'autre par élégance, apprend cela et dépêche un ministère, vous donnez l'occasion et puis vous maintenez la candidature. Deuxième chose, vous savez que dans ces histoires-là, il y a ce qu'on appelle les mesures de rétorsion. Parce que, de certaines sources, l'Égypte menacerait de suspendre certains projets que nous avons avec ce pays. La formation de certains nombre de militaires, nous avons des choses que nous envoyons là-bas, il y a plusieurs projets, et ils décident de mettre tout cela si le Congo continue à gérer la candidature. Et c'est tout à fait normal, parce que sur la scène internationale, chaque pays défend ses intérêts. Donc moi je vois cette cacophonie où nous avons l'amateurisme que vous faites dans ce pays-là, vous l'importez à l'international pour ridiculiser un haut cadre qui a occupé des fonctions importantes et pour ridiculiser un autre, votre propre président de la République qui a pris les engagements. Et d'ailleurs, moi porte lui-même cette candidature. Oui, c'est d'ailleurs qu'il a voulu. C'est d'ailleurs lui qui l'a voulu. Alors, à partir de quel moment, moi je m'interroge. Oui, on peut monter le chef, d'accord. À partir de quel moment l'idée a germé, puisque il a donné son quitus chez l'autre et que l'autre aurait envoyé son ministre, son émissaire ici quand il a pris que l'autre a changé de position. Il a envoyé son ministre. À partir de quel moment l'idée a germé? Oui, est-ce que c'est pas... Mais puisque Firmin Edouard Matoko, lui, il a été quand même plus ou moins encouragé par ses propres collègues au sein de l'UNESCO. Je crois qu'il a exprimé et a rassuré le président qu'il était en bonne posture. Oui, mais à l'interne. À l'interne. Non, je veux dire un truc. Oui. En une fraction de seconde. Moi, je crains que M. Matoko se positionne comme le candidat malheureux.
C'est-à-dire c'est un futur candidat malheureux qu'on veut présenter à une élection. On est perdu jusqu'ici. Guy Blanc-Victor, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas suffisamment accompagné par le gouvernement? Est-ce que c'est le ministre de la Coopération, des Affaires étrangères, puisque l'UNESCO, c'est aussi la culture. On aurait appris que ce serait la ministre de la Culture qui, en réalité, portait le dossier au sein du gouvernement pour solliciter l'appui de celui-ci. Très bien. Bon, vous savez, en tant que journaliste, nous faisons aussi des investigations. On ne peut pas venir aborder un sujet comme ça sans chercher des infos. Mais nous avons appris dans nos investigations que l'État aurait débloqué 100 millions de francs CFA pour cette candidature. Ouais. Et que dans les 100 millions de francs CFA, une ministre a retiré 700 millions. Non, c'est plutôt, je crois, l'information, c'est que le budget global, c'est encore au conditionnel, serait autour de 700 millions de francs CFA pour accompagner Edouard Matoko. Oui. Et le Trésor public, donc le ministre des Finances, aurait débloqué par la ligne budgétaire de la primature 100 millions de francs CFA qui, en réalité, devraient être gérés par la ministre de la Culture. Ah ben voilà. L'information, c'est ça là. Très bien. Eh bien, entre-temps, il faut demander à M. Matoko, est-ce qu'il en a eu? Est-ce qu'il en a reçu? Parce que nos informations nous disent qu'il n'a eu que 30 millions pour faire, pour parcourir certainement l'Asie ou la Chine. Bon, fait comme ça. C'est pas hasardeux. Il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on vérifie. Ouais, il faut on va vérifier ce qu'il en a eu réellement. Est-ce qu'il en a eu réellement? Bon, si c'est fait comme ça, vraiment, si c'est fait comme ça, je vous assure que c'est programmé. Il est programmé pour échouer et il va. Vous pensez que tout cela peut impacter sur cette campagne, cette candidature? Mais évidemment, parce que un haut cadre de ce rang-là ne peut pas se faire ridiculiser de la sorte. Imaginez-vous que le Congo ne l'accompagne pas comme il se doit. Si vraiment le Congo croit en cette candidature, si on ne l'accompagne pas, qu'est-ce qu'on va récolter par la suite? C'est comme un examen. Il faut se préparer. Vous ne lisez pas. Vous n'allez même pas au TD. Vous n'allez même pas au cours. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire. Des exercices qu'on vous donne de faire. Vous pensez que vous allez vous admettre par un coup de bâton magique? Non, je crois que 65 ans après, nous allons là fêter les 65 ans, il faut qu'on refasse les choses. Il faut qu'on repense les choses. Il faut que la diplomatie prenne ses responsabilités. On ne peut pas se mettre à se... Elle est dynamique, cette diplomatie, non? Elle est dynamique. Mais ne vous en faites pas. La diplomatie congolaise. Parlons-en. Ben oui, c'est l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on a qu'elle est dynamique. Mais j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères devant la représentation nationale, déplorer le fait qu'ils n'ont pas de moyens pour mettre en route les diplomates qui ont été nommés. Et faire revenir ceux qui ont été là-bas. Oui. Mais vous savez, dans nos investigations, nous avons appris aussi que tous ceux qui ont été nommés, qui sont encore ici, perçoivent déjà le traitement financier en qualité d'ambassadeur à l'extérieur. Et ceux qui sont là-bas, qui ne sont pas revenus, continuent aussi d'en toucher. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un a été nommé, il est en poste, par exemple, dans un pays comme l'Azerbaïdjan, n'est-ce pas? Il représente le pays, il a été nommé, il est en fin de mandat, on nomme quelqu'un d'autre ici, il n'a pas les moyens d'y aller, mais il prend sa note de nomination, il va au trésor, aux finances, il va valider pour qu'on lui paye son salaire de diplomate en Azerbaïdjan. Mais pendant ce temps, celui qui est là-bas, il continue à percevoir ce même salaire. Donc il y a comme double emploi. Et ça, c'est vérifiable. Et ça a terni l'image. Du pays. Parce que ces notes-là, on les envoie d'abord au pays accrédité, au pays dans lequel on vous êtes accrédité. Et on valide. Mais celui qui est là, il ne part pas. Celui qu'on a nommé ne vient pas. Mais sauf que les finances, le trésor public saignent. Parce qu'on paye les deux personnes avec les mêmes montants. Après qu'on vient nous dire qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est quand même ahurissant.
On ne raconte pas n'importe quoi. Voilà. On peut vérifier aux finances, Ouais. comme aussi. Ouais. On peut aussi vérifier à travers les représentations nationales, Voilà. les représentations internationales du Dernière Congo. question, Donc, on va chuter sur le pays. Vous l'avez rappelé vous-même que le Congo a manqué l'élection à la tête de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, avec deux reprises, hein. avec donc voilà, À deux reprises. vous le dites, vous me le rappelez, merci. Et on se souvient, c'est Alphonse Dongo qui le dit dans l'un de ses articles, il déplore le fait que le candidat de la centrale dans la région Afrique centrale à l'élection de la BAD a été battu dès le premier tour. Ben voilà. Et donc il déplorait un peu la diplomatie au niveau sous-régional. Et vous avez aujourd'hui, nous parlant de Matoko, est-ce que c'est dire que finalement le Congo ne pèse pas au niveau international dans le concert des nations? Bien. Ce que je veux dire, c'est que au Congo, nous avons une diplomatie qui ne se limite à la présentation des lettres de créance. Voilà. Et pour comprendre l'importance que nous donnons à la diplomatie chez nous, regardez, et ça, j'ai fait mener des enquêtes sur ça, si je travaille sur les élites. Vous allez voir la plupart des gens qu'on envoie dans les ambassadeurs, comme les ambassadeurs, pour la plupart, c'est les retraités. On dit, bon, qu'il aille se reposer là-bas. C'est l'expression appropriée. Les anciens ministres. Les anciens ministres, oui. Les anciens ministres, mais retraités. D'un certain âge. Vous pouvez faire la sociologie de cet ambassadeur, vous allez voir que la majorité, c'est des retraités. Deuxièmement, le personnel qu'on envoie dans les chancelleries. Les chancelleries, très peu sont des diplomates de formation. C'est vrai que il y a eu amélioration avec l'arrivée du ministre Ikwebe, qui exigeait il faut passer par la diplomatie, une école, et c'est pourquoi beaucoup de nos compatriotes sont partis se faire former à l'IRI, à l'Institut de relations internationales du Cameroun, et quelques-uns que nous formons à l'ENAM, que nous formons à l'ENAM. Mais pourquoi ton sourire? Pourquoi le sourire? Donc ça montre que la place qu'on accorde à la diplomatie dans notre pays. Et nous sommes dans une diplomatie qui règle les problèmes sociaux. Il était au gouvernement, il sort du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur? Bon, qu'il aille se reposer là-bas. Voilà. Il va à l'ambassade là-bas. De même, il y a plusieurs anciens ministres à travers. Ils sont nombreux quand même. C'est un média sérieux. Ouais. Je ne peux pas venir sur ce plateau raconter des balivernes. Ouais. Moi, j'aimerais que quelqu'un me présente l'état de notre diplomate ambassadeur à l'étranger. D'ailleurs, il y a un qu'on a nommé récemment dans le Maghreb, retraité de son état, qui a sorti d'une fonction quelque part et on a placé là-bas. C'est vérifiable, ce que je dis, c'est vérifiable. Ouais. Et le personnel qu'on envoie, et tout ça, nous avons vécu à l'étranger. Apparemment, on n'a pas aussi une durée, hein. Il n'y a pas une durée, quelqu'un peut rester ambassadeur pendant 10, 15, 20. Mais d'ailleurs, le Florent Lopez a fait combien de télétémoins de doyen en France? Nous avons eu l'ancien ministre de la Santé, monsieur Mamadou Camara de Cabo. Il était en Italie et puis après il est allé en Allemagne. Il a mis beaucoup de temps. Donc, c'est pas une fonction que nous prenons pour savoir que ça va nous apporter tel. Et puis, certaines ambassades que nous avons dans le monde entier, là-bas, bon, ça nous sert à quoi, finalement? Il nous faut une diplomatie efficace. Or, la diplomatie se résume à la présentation de lettres de créance. Nous, on était à l'étranger, on avait le compatriote qu'on arrêtait la nuit comme ça, vous appelez le service consulaire, on va vous dire non, voilà. Il nous faut considérer la politique étrangère comme le centre de la politique, puisque le président, c'est vrai que il est présent dans tous les sommets à l'Union africaine, au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, la CETEN, il est présent. Mais est-ce que nous avons le personnel qualifié? Sinon, la candidature de M. Firmin Matoko vient montrer la déliquescence de notre diplomatie. Vous ne pouvez pas déposer votre candidature à 2 jours. Attends.
Ça veut dire que c'est les gens qui ont eu un matin, ils veulent pas ça, bon, on va souffler. Quelques griots sont allés souffler dans l'oreille du chef de l'État avec les arguments mielleux, et puis ils vont dire, bon, enfin, oublions que le président avait déjà pris les engagements ailleurs. Nous avons pris le cas d'Henri Lopez, où notre candidature était la mieux placée. La mieux placée. Mais on n'a pas compris, à la dernière minute, on a préféré Abdou Diouf. Et à cette époque, je me rappelle, le député Ondé Achera avait interpellé le gouvernement et le Parlement, c'était encore le Parlement. On appelle Ondé Achera, les gens ne comprennent pas de qui s'agit-il. Ondé Achera. Ondé Achera. Moi, je ne vais pas sur ce plateau pour franchiser. Non. Mais c'est comme ça. Non. Je ne suis pas un colonisé. Monsieur Guy Benoît, moi, je n'ai pas connu la colonisation. Donc, je ne peux pas franchiser un nom. Je ne dois pas franchiser un nom qui plus est dans ma langue. C'est l'insulte, je ne le ferai jamais. D'ailleurs, vous, quand je vous appelle Ngol Ali, non? Je vais franchiser vos noms. Moi, je ne suis pas un colonisé. Et je ne suis pas du complexe de colonisé. Que ça soit clair. Voilà. Allez-y, monsieur Ebarapé. Donc, Ondé Achera l'a dit. Et à l'époque, nous, on avait encore un parlement. Sorti de 2000, on avait encore un parlement qui tenait les débats. Et on avait interpellé le ministre Adada. Il avait balbutié. Il n'avait pas donné l'explication. L'actuel ambassadeur du Congo en France. Pourquoi il avait balbutié devant la représentation nationale? Et on reprend ces mêmes erreurs. Parce que la diplomatie, chez nous, c'est le chef qui fait la diplomatie. Et nous voyons, aujourd'hui, le président est nommé au commissaire, je sais pas, comment s'appelait cette affaire de Libye là? Le comité de haut niveau. Le comité de haut niveau. Les résultats sont où? Ça fait combien d'années qu'on est là? Mais ça a quand même évolué au niveau de l'Union africaine quand même. Est-ce qu'on peut évaluer les résultats à mi-parcours? Lorsqu'on sait que le président Sassou, c'est quand même une figure politique majeure en Afrique, du point de vue symbolique. On ne peut pas parler de l'Afrique il y a quelques années, de l'Afrique centrale, ceci, sans compter sur le président de la République. Aujourd'hui même, en RDC, il n'y a plus. Ce sont les informations que j'ai. Dans le truc de négociation, il n'y a plus. C'est vrai que les prêtres sont passés de le consulter, mais officiellement, il n'est pas dans le truc. Alors que c'est le voisin immédiat. En termes de ressources politiques, c'est lui. Or, ça se passe à un jeu de pierre de chez lui. Il y a l'insécurité, lui doit s'impliquer. Parce qu'en cas de ça se développe chez lui ici. C'est quand ces gens s'impliquent dans la diplomatie, c'est pour préserver leurs frontières. Visiblement, il n'est pas dans le processus. C'est à Doha, c'est en Angola. Donc, il nous faut prendre la diplomatie au sérieux. Et il faut former les diplomates. Il faut éviter l'opportunisme. Vous avez dit en ce qui concerne la RDC, que le président a plus d'une fois reçu le président Etienne Tshisekedi, le président rwandais, s'est déplacé lui-même aussi pour la RDC et le Rwanda. Je sais tout ça. Pour l'Ukraine et la Russie, vous connaissez la position du Congo, son implication. Il s'est même rendu en Russie à l'Ukraine. C'est une initiation de l'Union africaine. Je suis d'accord, une initiation de l'Union africaine, je suis d'accord. Une raison de plus. Un peu la mobilité de cette diplomatie, non? Non. C'est beaucoup plus d'implications. Au fait, la diplomatie congolaise se résume à la figure présidentielle. Je vous ai dit ici que quand le processus, la candidature de M. Matoka a commencé, le ministre des Affaires étrangères n'est pas au courant. C'est lui qui présente. Oui, mais je dis quand il doit commencer dans les officiels, lui n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Comment est-ce qu'une diplomatie peut marcher de cette manière? Qui a piloté? Et j'entends les gens dire que non, comme c'est l'UNESCO, c'est lié à la culture, bon, c'est le ministre de la culture qui porte le dossier. Depuis quand? Nous sommes dans le domaine de la diplomatie. Si la porte de dossier est sa ligne derrière le ministre des Affaires étrangères. Mais voilà. Parce que la seule personnalité en dehors du président de la République qui peut engager l'État sur la scène internationale sans présenter les pleins pouvoirs, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est lui. Alors, on me dit, non, voilà, c'est le choix du Premier ministre. Hein. Oui, mais c'est le choix du Premier ministre qui décide. Je sais que ça soit son choix. S'il est vraiment juriste, comme vous le dites, il va faire ça. Il ne peut pas dire que c'est le ministre de la culture qui porte le dossier. Non, s'il porte le dossier au niveau de l'UNESCO, il s'aligne derrière le ministre des Affaires étrangères. Parce que c'est l'affaire étrangère qui peut parler au nom du pays. Sauf que si le ministre des Affaires étrangères n'est pas là, elle doit produire le plein pouvoir. La dame là doit produire le plein pouvoir.
qu'elle se donne la légitimité de parler au nom de l'État. Or, le ministre des Affaires étrangères, plénipotentiaire, n'a pas ce droit. Dès qu'elle elle peut engager l'État, sans produire de plein pouvoir. Et vous voyez avec une diplomatie qui patrouille comme ça, avec beaucoup de chance, de puissance, ça sort par ici, ça sort par là, on va faire du griotisme dans l'oreille du chef. Parce que derrière ça, il y a des prémondes. Il y a des prémondes. Et on est donc dans une diplomatie prémondière et entière. Merci beaucoup. Voilà, c'était votre dernier mot sur ce plateau. Guy Benoît, on boucle avec vous. Nous avons reçu à Tchelika un message d'un jeune étudiant qui est au Nigeria. Il nous dit, au Nigeria, pour avoir le passeport, donc puis les Congolais, il faut revenir à Brazzaville. Et ces problèmes-là sont un peu partout. Le fonctionnement des ambassades à l'extérieur, souvent la visibilité même de ces ambassades. Plusieurs aujourd'hui, comme l'avait dit le ministre, n'ont pas de moyens de payer les agents sur place, les locaux, même les locaux, les sièges des ambassades. Aujourd'hui, et notre siège à New York a été fermé, vendu. Bon, voilà. Par qui? Non, vendu par qui? Il faut apprendre ça, c'est vendu. Si c'était réellement vendu par qui? Et personne ne parle. Voilà. On a vendu le code de la poste ici. On a vendu le code de la poste ici, là. Personne ne parle. Ni le premier ministre qui était ministre qui a été ministre dans l'enseignement et premier ministre, le code de la poste ne fonctionne plus. On nous a jamais donné l'explication. Et au Parlement, on n'arrive pas à interpeller. J'apprends ça ici, c'est Guy Benoît. Ah ben oui, il faut vérifier. Vous voyez que nous sommes dans la diplomatie est malade. Ah non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Même si, en tout cas, si on aime le pays, si on aime le président, il faut reconnaître des failles. Il faut les reconnaître. Parce que s'il n'y a pas plus loin que le témoignage du voyage du président de la République aux Émirats arabes, il arrive. Mais il n'y a rien de, vous vous rappelez, à son retour en ville, une grande personnalité des affaires étrangères, qui lui n'était même pas au courant et qui lui n'était pas là-bas non plus. Et qui lui était au voyage, était hors circuit. On se souvient encore de l'histoire de Trump. Là. Ben voilà, on se souvient encore de l'histoire de Trump. Il faut pas oublier. Nous avons l'histoire. Alors qu'à Dubaï, nous avons la représentante. On n'a pas préparé la mission du président de la République là-bas, aux Émirats arabes. Et quand on arrive, il faut trouver un fusible et faire sauter le secrétaire général de l'affaires étrangères. Qui, selon nos sources, n'était même pas en poste et n'était pas au courant. Il se tramait déjà. Vous voyez, on assume la responsabilité. Bon, mais qui a piloté ça? Vous voyez, quand la diplomatie a plusieurs têtes, ou sens de décision. Le président est quand même très bien entouré. Il a un conseiller diplomatique. Il a et aussi un autre conseiller qui s'occuperait des relations internationales. Et aussi aujourd'hui avec Edouard Matoko qui devient l'ambassadeur itinérant auprès du président de la République. Vous avez aussi le gouvernement. Donc le ministre on va pas parler de la coopération. Il y a déjà la coopération, mais vous avez aussi le ministre des Affaires étrangères. Il y a quand même toute une batterie diplomatique mise en place autour du président, non? J'ai appris que ça devrait fonctionner. J'ai appris que qui trop embrasse, mal étreint. Parce que ça peut faire le chevauchement. Et le chevauchement est là. Et le chevauchement est là. Parce que si l'ordonnateur ne définit pas clairement les missions des uns et des autres, il va y avoir chevauchement. Et j'ai l'impression que nous sommes victimes de ce chevauchement. Et nous avons eu plus de bec, s'il vous plaît, plus de bec entre Madame la ministre de l'Environnement et le ministre des Affaires étrangères concernant le COP 21, où il y a eu brouille. Vous voyez, quand il y a trop de chevaux, c'est cela. Il faut que les missions soient bien définies pour que les uns et les autres assument leurs responsabilités en connaissance de cause. Bon, si il y a trop de gens autour de la diplomatie, des affaires étrangères, de la coopération, des je ne sais pas quoi, missions spéciales ou ambassadeurs itinérants, il y a trop de choses. Les représentants spéciaux, il y a les représentants spéciaux, représentants personnels. Mais quand on dit c'est d'avoir même les deux personnes qui ont eu la même mission. Oui. On peut trouver dans une affaire comme ça, et puis à la fin, est-ce que ça peut aboutir? Parce que si c'est ça, c'est compliqué. Donc moi, je crois qu'il faut prendre ces choses-là au sérieux. Nous parlons en tant que journalistes, analystes, n'est-ce pas, sans faire de la politique. Mais je crois qu'il faut reconnaître que nous battons de l'aile sur certains points. Merci. Nous battons de l'aile sur certains points. Voilà. Et il faut donc que on revisite notre façon de faire. Voilà.
Nous sommes arrivés à la fin du dictionnaire politique. Nous souhaiterons, dans les jours à venir, recevoir sur ce plateau des diplomates, ces hommes souvent très très rares. Nous avons tenté plus d'une fois de les inviter sur ce plateau. Personne n'a répondu à notre invitation. Nous espérons que suite à ce débat, ils reviendront sur ce plateau pour nous apporter plus de lumière, puisqu'ils sont du domaine. Nous souhaiterons comprendre aujourd'hui l'état des ambassades, des chancelleries. Nous devons aussi comprendre réellement comment fonctionne la diplomatie congolaise, comment elle se porte aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je tiens à vous rappeler que sur ce plateau, Guy-Benoît Victor, journaliste et militant dans la société civile, le docteur Blanc Constoy Barapéa, politologue. Faut dire que je suis président du réseau africain des journalistes, chroniqueurs et des consommateurs des médias. Voilà, il a dit, vous avez retenu. Et merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être les vôtres ce soir. Le débat se poursuit. Vous êtes sur Tchéléka Média. Merci de nous avoir suivis.